Bonjour, donc je vais vous présenter maintenant le TP de compressible que nous vous proposons avec Yannick Knapp. Alors il s'agit d'un TP sur le fonctionnement d'une tuyère en compressible et puis après une application sur le calcul de la trajectoire d'une fusée. Bon alors nous avions vu le fonctionnement d'une tuyère en cours en fait, donc si on suppose fixer la pression dans le réservoir de la tuyère à une valeur constante P0, pression totale P0, et qu'on fait varier simplement la pression en sortie de la tuyère, eh bien on avait vu qu'il y avait différents régimes en fait de fonctionnement. Alors un fonctionnement où toute la tuyère était subsonique, lorsque la pression de sortie est voisine de la pression P0, inférieure bien sûr. Après un fonctionnement où le col devient sonique, et donc la tuyère bloquée. Et là, si la pression baisse encore, on peut avoir apparition d'ondes de choc dans la tuyère. Alors dans la réalité, généralement, l'onde de choc s'accompagne d'un décollement de l'écoulement et qui n'arrive plus à suivre la courbure de la tuyère. Lorsque en fait le choc se situe pile dans la section de sortie, eh bien en fait toute la tuyère est en fonctionnement isentropique et le divergent est entièrement supersonique. Et puis bien sûr, derrière le choc, en fait l'écoulement devient subsonique. Alors, quand la pression de sortie PS4 est inférieure à la pression P atmosphérique, donc toute la tuyère est en isentropique avec un fonctionnement du divergent supersonique. Et en fait, pour raccorder la pression à la pression atmosphérique, donc il faut recomprimer l'écoulement, il faut remonter la valeur de la pression puisqu'elle est trop basse, et ça se fait à travers des chocs. Alors les chocs ralentissent la pression, mais ralentissent l'écoulement, pardon, mais remontent la pression, ce qui veut dire qu'il peut y avoir après des détentes. Donc c'est le cas de ce qu'on appelle une tuyère surdétendue. Autrement dit, la pression est trop basse, donc la détente est trop forte dans la tuyère par rapport à la pression atmosphérique. Le cas contraire, c'est la tuyère sous-détendue, donc ça veut dire qu'elle n'est pas assez détendue pour se raccorder à la pression atmosphérique, et la pression en sortie est trop forte, plus forte que la pression atmosphérique. Et donc là, il y a des détentes qui apparaissent, et puis des chocs lorsque l'écoulement est beaucoup trop rapide. Alors, dans le cas d'une tuyère qui est surdétendue, overexpanded, donc en fait on a des ondes de choc obliques qui apparaissent dans la tuyère. Et donc vous avez des exemples de ce qui peut se passer sur une vraie tuyère en fonctionnement d'une fusée, quoi. Alors c'est généralement le fonctionnement nominal de la tuyère se fait dans ce cas de figure-là. Et vous avez ici sur ce transparent 4, donc la référence est disponible sous Moodle, je vous ai mis l'article en question. En fait, les transitoires, surtout pendant lesquels il peut y avoir des soucis sur ces tuyères-là, à l'allumage, puisque lorsque la pression commence à monter doucement dans la chambre de combustion, eh bien le jet, on le voit ici, donc il ne peut pas entièrement tous les bords de la tuyère, et ça peut être très instable, et donc le jet peut se mettre à battre d'un bord à l'autre et casser la tuyère. En fonctionnement nominal, vous le voyez ici, avec un jet, une tuyère en fait surdétendue, vous avez en fait le disque de Mach qui apparaît ici, avec un choc ici très visible. Alors, ça se voit très bien que le choc apparaît ici, puisque en fait l'écoulement redevient lumineux quelque part ici, puisque l'écoulement ralentit, la pression augmente, la température augmente, et on a donc une forte luminosité qui apparaît ici. Alors on va étudier dans ce TP en fait la tuyère d'un moteur Vulcain, d'une fusée Ariane. Donc c'est un moteur hélium-oxygène. Donc schématiquement, le fonctionnement de la tuyère se résume, enfin du moteur plus précisément, se résume comme ceci. Vous avez de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide qui arrivent ici. Une partie est prélevée en fait pour aller dans ce qu'on appelle un générateur de gaz. Et ce générateur de gaz fabrique des gaz qui sont envoyés en fait dans ici des turbines qui permettent de faire tourner les pompes ici qui aspirent l'oxygène et l'hydrogène. Alors c'est des pompes qui sont relativement petites, hein, la taille ici c'est les engins qui sont sur les côtés là, mais par contre qui sont capables de passer des débits vraiment monstrueux, quelquefois
fois plusieurs tonnes secondes de carburant. Une fois que le carburant est aspiré en fait par la pompe, alors l'hydrogène lui passe dans un circuit qui fait le tour de la chaudière pour se réchauffer, puisque dans la tuyère en fait il y a des gaz chauds, des gaz issus de la combustion, et donc l'oxygène liquide qui est relativement froid passe ici pour être réchauffé, et puis après est injecté en fait dans la chambre de combustion ici, où il se mélange avec l'oxygène, la combustion se fait, et évidemment le gaz se détend. Alors, vous avez ici les valeurs courantes des pressions et des températures qui règnent dans la chambre de combustion ici. 115 bars, plus de 3500 degrés Kelvin. On va supposer que le gaz est au repos ici, donc c'est notre réservoir en quelque sorte. Et puis le gaz se détend avec un col ici dont le diamètre est précisé là et une section de sortie qui vaut 2,15 m. Alors attention, le gamma c'est pas de l'air, hein, c'est donc un mélange oxygène-hydrogène et donc le gamma est de 1,27. Alors l'idée c'est de vous faire calculer ici quel est le débit massique qui traverse la tuyère, quel est le nombre de Mach et la vitesse dans la section de sortie, les pressions, les températures, et puis quelle est évidemment la poussée qui est engendrée par la tuyère sur la fusée. Alors, il y a peu de chances pour que la pression de sortie ici soit égale à la pression atmosphérique. Donc, on va vous demander de calculer. Alors, c'est un G qui est surdétendu, c'est-à-dire que la pression est trop basse par rapport à la pression atmosphérique. En fait, la tuyère est calculée pour fonctionner nominalement à une certaine altitude, et on vous demande de calculer cette altitude-là à l'aide en fait de la pression que vous allez ici. Donc, connaître l'altitude à laquelle la pression atmosphérique sera égale à la pression de sortie. La deuxième partie du TP, ça consiste en fait à lancer la fusée. Donc la fusée décolle et donc au fur et à mesure où elle s'élève, elle accélère tout en consommant du carburant, donc en s'allégeant. Et donc en fait l'équation de la trajectoire de la fusée peut se modéliser relativement bien avec une petite équation différentielle ordinaire qu'il va vous falloir écrire. Alors dans les termes qui sont importants, il y a bien sûr la traînée qui va s'opposer tout au moins dans la partie de la trajectoire de la fusée qui est dans l'atmosphère à l'avancement de la fusée. Alors le coefficient de traînée que vous avez ici sur ce graphique page 7 évolue en fonction du nombre de Mach, ce qui veut dire que la charge aérodynamique de la fusée n'est pas constante évidemment. Donc il va falloir en fait que vous intégriez cette courbe et cette évolution de la caractéristique de la traînée dans votre équation. Alors, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de données pour pouvoir faire ces calculs-là, donc notamment la masse de la fusée au décollage, la masse embarquée de carburant, le diamètre de la fusée pour pouvoir calculer la traînée, l'évolution du coefficient de traînée qui est donné ici, et puis en supposant que l'atmosphère est une atmosphère standard, donc normalisée, vous pouvez avoir l'évolution de la densité et de la pression en fonction de l'altitude. Et pour ça, on vous fournit en fait des petits fichiers MATLAB qui vous permettent de préciser cela. Alors dans les hypothèses, la trajectoire de la fusée est verticale, ce qui n'est pas réellement le cas, et la poussée du moteur est constante. Alors, dans les équations, enfin dans les questions pardon, que vous allez avoir à répondre dans votre rapport, il faudra expliquer pourquoi la courbe de traînée a cette allure-là, quelles sont les valeurs de l'accélération et de la vitesse à 100 secondes après le décollage et quelle est l'altitude atteinte par la fusée, quelle est l'altitude où ce qu'on appelle le pic de charge aérodynamique est atteint, c'est-à-dire le moment où la charge aérodynamique est maximale sur la fusée, compte tenu de la courbe qui est là, on comprend que c'est pas constant. Et en fait, donc il faudra écrire tout ça en détaillant vos calculs dans un petit rapport qu'il faudra soumettre sous Moodle avant le 6 novembre, pardon, à 12 heures. Alors, qu'est-ce que les explications sur, on vous donne tout un tas de petits outils sous MATLAB là, que vous pouvez télécharger sous Moodle pour vous faciliter vos calculs.
Alors notamment, il y a une petite fonction qui s'appelle Saint-Venant-P qui permet de calculer assez facilement le rapport P0 sur P, connaissant le Mach M, le coefficient gamma, la pression P0 ou la pression P. Donc les manières de calculer. Alors on peut utiliser cette fonction de deux manières. Soit vous donnez M et gamma et ça vous calcule directement P0 sur P. Soit vous donnez M égale 0, gamma, P0 et P et ça vous calcule le M. Voilà. Donc ça marche dans les deux sens. Saint-Venant-T, c'est le même principe mais pour les températures. Ensuite, on vous donne une fonction dBm qui, elle, vous permet de résoudre en fait la même chose que ce qui se fait dans les tables de choc droit, sauf que les tables de choc droit, c'est pour de l'air, donc avec un gamma égal à 1,4, et ici, vous avez un gamma égal à 1,27 pour le mélange hydrogène-oxygène. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a deux manières de faire, hein. Soit vous donnez le Mach M1 le coefficient gamma et les deux sections, alors la section S1 c'est celle où vous avez le Mach M1 et vous cherchez le Mach dans la section S2, donc ça vous renvoie à ce moment-là le Mach M2. Soit en fait vous donnez le Mach M1, la section S1 et ça vous calcule la section S2 dans laquelle il y a Mach 1. Voilà. La dernière fonction, c'est une fonction qui permet de connaître en fait à toute altitude, enfin jusqu'à je crois 500 km d'altitude, la valeur de la pression, de la température et de la densité. Alors il y a une seule remarque, c'est que Z ne peut pas être un tableau, il faut donner des valeurs scalaires ici. Donc il faut faire une boucle si vous en avez besoin. Voilà. Bien, ben, bon courage pour vos TP.